comme tout le monde fait la même chose. Moi, je me suis dit qu'à l'époque, tu vois, il fallait se faire connaître d'une autre manière et casser les codes d'entrée. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie. Mais après, je crois que c'est ça aussi, tu vois, faut pas avoir peur et aller au culot. Je connais pas un prof de musique ou machin qui fait un hit. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Ça enregistre. Salut Cor. Salut. Merci beaucoup de venir sur Nouvelle École. Je suis vraiment hyper content de te recevoir. Avec plaisir. C'est vraiment plaisir. Je vais te présenter, on va te présenter un peu pour. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui savent pas quitter, tout simplement parce que les producteurs ont tendance à être un peu pas sur le devant de la scène, disons. Moi, je te décrirais comme producteur de musique, mais toi, tu dis quoi quand on te demande ce que tu fais maintenant ? J'ai toujours, je suis producteur de musique, DJ aussi, mais disons que DJ, en fait, je suis dans un truc où j'ai beaucoup mixé pendant un temps, et j'ai arrêté pendant un moment parce que la production me prenait énormément de temps. Et de temps en temps, je m'amuse, tu vois, je mixe avec mes potes et plus en mode poteau, tu vois, que gros game. Et là, je réfléchis en fait à revenir aussi un peu plus là-dessus. Plus au mix ? Plus au mix et voilà. Mais avant tout, ouais, je me définis comme un producteur, un compositeur et d'une manière plus générale, un mec qui crée, quoi, tu vois, qui crée des choses, qui crée des situations, qui essaie tout le temps d'amener un truc nouveau. Ouais, parce que les gens qui écoutent ça, ils connaîtront peut-être pas tous ton nom, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils connaissent une bonne partie des sons que tu as produits. Que ce soit dans les années 2000, tu bossais avec, au début, tu avais ton duo avec Scalp. Ouais. Vous avez bossé sur, il y a eu Rof, il y a eu Booba, il y a eu la BO de Taxi 3. Taxi 3, ouais. Après, toi, tu as fait un peu vous êtes séparés, tu as fait un peu ton chemin en solo, tu as même bossé avec des rappeurs aux US. Tu es un des rares d'ailleurs français qui a pas mal bossé avec. Tu as bossé avec Rick Ross, tu as bossé avec French Montana aussi, Wale, French. Mick Mill. Puis là, plus récemment, il y a eu La Crime, il y a eu SCH, il y a eu la BO de Taxi 5 là récemment. Taxi 5. Et mais en fait, on parlait du fait que tu te remettais au mix et tu as commencé comme ça, non ? Tu as commencé en tant que DJ. J'ai commencé en tant que DJ, j'ai été le DJ de pas mal d'artistes de l'époque. J'étais le DJ de Lunatic. Pendant un moment, j'étais le DJ de la Secret Connection à l'époque. Comment ça s'est fait ? Comment tu as commencé à mixer, toi ? En fait, moi, j'ai commencé à mixer. J'ai tous mes oncles, si tu veux, qui étaient déjà dans la musique, mais plus en mode mélomane, tu vois. Ils adoraient le son et ils étaient super actifs, tu vois, c'est des collectionneurs de vinyle, en fait. Donc je les accompagnais des fois à des conventions, des trucs et tout, et je regardais un peu comment ça se passait. Ils faisaient de la musique ou plus ils la consommaient ? Ouais, ils la consommaient plus, tu vois. Ils la consommaient, mais ils en consommaient beaucoup plus, en fait. C'était un petit peu... Leur lifestyle, il était un petit peu autour de ça, tu vois, autour de la zik. Et du coup, ça m'a mis dedans, en fait, tu vois. Ça m'a mis dedans et j'ai commencé comme ça Je me suis acheté mes platines. T'avais quel âge ? Je sais pas, je devais avoir 16 ans, tu vois. Ouais, jeune quand même. Ouais. C'était quoi les influences que t'avais du coup qu'ils écoutaient, etc. C'était quoi ton premier disque à toi ? Mon mentor, en fait, déjà jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est Stevie Wonder. Tu vois, c'est vraiment parti de là. Et après, mon premier scud, j'étais, je sais pas, ça devait être peut-être SOS Band. J'étais très très calé funk, tu vois, très très funk, très soul. Et voilà. Et après, de petit à petit, j'ai commencé comme ça. Et puis un jour, j'avais un groupe de rap qui s'appelait Succursale Nord à l'époque. Dans lequel tu mixais ou tu rappais ? Non, je mixais en fait. Okay. Enfin, je mixais, mais je venais de commencer en tant que DJ, tu vois. J'étais pas vraiment DJ. Et puis là, il y a un mec qui nous a. À l'époque, on était à Châtelet et Châtelet, c'était un petit peu le carrefour de tout, quoi. Tu vois, il y avait plein de gens qui rappaient dans la rue, il y avait des danseurs, c'était assez cool comme ambiance. Et là, il y a ce mec-là qui vient et tout, et qui nous demande à chacun ce qu'on fait. Et mes potes disent, voilà, moi, je suis rappeur.
Et il arrive à moi, il me dit, toi, tu fais quoi? Je dis, je suis DJ, mais en fait, j'étais DJ depuis 2h30. Je venais d'avoir mes platines et tout. Et le mec me dit cette phrase, il me dit, ouais, tu fais quoi la semaine prochaine, machin et tout. À l'époque, je jouais au foot, tu vois, le week-end, donc je dis, bah, j'ai match, en fait, tu vois, je joue au foot. Il me dit, ouais, tu veux pas être le DJ d'NTM? Et très chelou, tu vois, je me dis, ah ouais, j'y croyais pas trop, en fait, tu vois, parce que c'était NTM. Ils avaient NTM, déjà sorti des trucs. c'était à l'époque du Affirmative Action, tu vois, avec Nas, Ah, quand même. donc c'était big. Et ce mec-là me rappelle, en fait, tu vois, je lui laisse mon numéro, le mec me rappelle et il me dit, ouais, on a rendez-vous avec NTM, machin. Et donc, je vais avec lui, je me prête au jeu. Je me dis, j'ai rien à perdre, tu vois. Et là, j'arrive et tout, on est dans une salle de répète, dans un studio à Bagnolet, et j'ouvre la porte et effectivement, il y a Joe Star et Cool Chain, quoi, tu vois, qui sont là. Tu te dis quoi à ce moment? Bah, par rapport à l'époque et tout ce que ça représente, je suis super impressionné, tu vois. Je me dis, c'est lourd. Et en fait, le mec qui nous présente, c'était un peu ouf, tu vois. Il leur dit, ouais, voilà, c'est lui le DJ et tout, je l'ai vu, c'est un tueur et tout. Mais moi, j'étais, je sais pas comment dire. C'est même pas que j'étais nul, c'est que je savais même pas, tu vois, je venais vraiment de m'acheter mon matos et je commençais à peine, en fait, tu vois. Et de là, Joe Star m'explique, il me dit, voilà, moi, je produis un mec, tout ça, et on a un concert en Belgique qui s'appelait Les Arts du Hip-Hop, un festival. Et il me dit, bah écoute, j'aimerais que tu fasses la première partie avec mon rappeur. Et je lui dis, ok, vas-y, si tu veux. Et ça te met pas la pression à ce moment-là? Bah, je peux dire non à un moment donné, tu vois. En plus, dans le studio de répète, il y avait deux platines, tu vois, d'allumées. Il y avait DJ James qui était à l'époque le DJ qui était là à côté des platines. Mec, j'avais une boule au ventre. Je me dis, s'il me demande de faire une démo, je suis mort. Mais après, je crois que c'est ça aussi, tu vois. Faut pas avoir peur et y aller au culot. Et du coup, pendant une semaine, tu vois, j'ai appris un show, mais vraiment de manière militaire, quoi. Tu vois, il y a rien, aucun feeling, mais j'étais bien carré dans mon intro et tout. Je m'étais pris la tête, tu vois. Ça veut dire quoi apprendre? T'as appris, enfin, s'il y avait les morceaux track par track, en gros, et tu devais faire les transitions, c'est En ça? fait, c'était le travail de DJ à l'époque, il était. Enfin, quand je m'entends quand je dis DJ, je parle de DJ qui accompagne les rappeurs. C'était vraiment sur le DJ que tout reposait, tu vois. Donc, il y avait un vrai travail de show et d'imagination et de vision à avoir. Et du coup, moi, j'avais bossé une super intro avec plein de phases B, Quinry, des trucs comme. À l'époque, c'était quoi? C'était ouais, Dabouche Babies, Blasé Blasé, tu vois. Je faisais des passe-passe, des trucs et tout. Et du coup, on arrive au moment du concert et donc je fais mon intro, tu vois, mon intro passe mortel, le public kiffe et tout. Et quand le rappeur arrive, en fait, il y a eu un problème technique en fait avec son micro. Et dans un concert de rap, tu vois, ça pardonne pas. Et du coup, le show s'est arrêté pour lui. Et donc le mec était super vénère et tout. Que son micro marchait pas, mais genre du tout, c'était mort. Ouais, ouais. Et du coup, lui, c'est un peu vénère et tout. Et du coup, on a arrêté prématurément. C'était la première partie d'NTM. On a arrêté prématurément. Et moi, quand je suis sorti de scène, c'était un concert en fait où il y avait tout le monde. Tu vois, il y avait tous les gens de l'époque. Il y avait Deux Balles de Nègre, il y avait Fab, il y avait une partie du secteur A qui était là. Et donc, c'était un premier truc pour moi, tu vois, où je voyais en vrai, tu vois, toutes ces personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois, au quotidien. Et là, en fait, chaque mec vient me voir et tout. Il me dit, ouais, c'est mortel et tout ce que t'as fait, ton intro et tout, ça tue, machin. Et il y a Fab qui vient me voir et qui me dit, ouais, si t'es d'où et tout. Je dis, je suis de Paris et tout, machin. Il me dit, bah écoute, si tu veux, passe nous voir et tout, machin. Et on essaie de bosser des trucs ensemble. Et du coup, j'avais ce truc de genre DJ super chaud et tout, tu vois. Mais en réalité, j'étais nul, tu vois, à l'époque. Et en fait, t'avais passé la semaine à taffer comme un ouf tous les jours, c'est Mais ça? juste pour une intro. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait pour rattraper cette réputation qu'on m'a donnée, c'est que pendant un an, en fait, tu vois, je me suis vraiment enfermé à m'entraîner en fait comme un ouf au retour de Belgique pour rattraper un peu cette réputation Ça veut dire de quoi? mec. C'était quoi tes journées du coup? Mes journées, mec, c'était de me perfectionner, tu vois, en mix, en scratch, et vraiment faire en sorte que ma table de mixage et mes platines n'aient plus aucun secret pour moi, tu vois. Donc, Hmm. et là, j'ai commencé à devenir bon. Et à l'époque, Fab organisait des soirées
des soirées à Paname, dans un pub à Bastille qui s'appelait le Factory. Et c'était des soirées super cool et tout, ça commençait le mardi. Et moi, je faisais les warm-up en fait d'un DJ qui s'appelle Kutibi, qui était un super producteur de l'époque, il l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et de là, Kutibi m'a pris sous son aile en fait. Il avait un studio d'enregistrement à Richard Lenoir. Et lui, il était déjà bien dedans. Il était vachement actif avec le Double H à l'époque et la Yellow Production en fait. C'était le label de Chris de Bob Sinclair. Donc du coup, tu vois, j'ai commencé comme ça à mettre un pied dedans Qu'est-ce qui fait qu'il t'a pris sous son aile, à ton avis? je sais pas, il avait un petit mec cool qui avait la dalle quoi, tu vois, qui voulait y arriver en fait. Ouais, c'était quoi ton état d'esprit à l'époque, Bah, justement? c'était juste, je pense, un magnétisme et une énergie, tu vois, que les gens aimaient bien. Ouais. Oh, j'essayais toujours tu vois, de me rendre disponible, d'être là, avoir, tu vois, d'infos, de comprendre, tu vois. Et du coup, c'est comme ça. Et lui, comme en tant que DJ aussi, d'abord, c'était un des meilleurs DJ que je connaissais. Et en tant que compositeur, il était déjà bien dedans, quoi. Tu vois, il produisait la chanteuse Karine à l'époque. Et du coup, c'est comme ça, il m'a pris sous son aile et en même temps, c'était un peu tu sais, c'était un peu le mec qui me laissait faire, qui parlait pas trop et qui m'observait beaucoup, tu vois. Donc, très tôt, j'étais dans le bain, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à me connecter avec d'autres gens parce que dans son studio, il y a plein de gens qui passaient. Et à l'époque, Karine avait fait un morceau avec la FF, avec la Funky Family. Et c'était Imhotep, en fait, qui avait fait le son. Et Imhotep avait une MPC, il m'a appris à me servir de la MPC, donc là C'est là que t'as commencé à composer. j'ai commencé à composer comme ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tu as réussi hyper vite en fait à t'entourer de mentors ou de gens qui étaient super bons. Ouais. Et dans ton histoire, on a l'impression que, tu sais, quand tu le racontes, qu'il y a un peu de chance. Et en même temps, au début, il y a aussi un peu de culot. Et après, il y a aussi un Il peu y a les deux, ouais. d'envie, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, bah après c'est parti comme ça en fait. Donc, t'as commencé, c'est sur une MPC que tu as commencé à composer, en Ouais. fait. Sur une MPC, après je me suis acheté ma MPC et je commençais à bosser et enchaîner en fait. Et tu délaissais un peu le mix progressivement ou... Non, j'étais toujours dedans en fait parce qu'il n'y avait pas encore ce truc tu vois, d'une demande en fait de ouf, tu vois, de la part des gens, tu vois, sur des productions à moi ou quoi. Donc il y avait un truc un peu homemade que je gardais, où j'étais plus là, moi, à me prouver des trucs, tu vois, et à essayer tu sais, de bosser. Au départ, en fait, ce que je faisais, c'était que je faisais ce qu'on appelle des breakbeats, en fait, tu vois. Donc je prenais des loops et tout, je les samplais, pour pouvoir après scratcher sur mes breakbeats, tu vois. On était là, on se passait des après-midi tout le temps à scratcher, à bosser, et Ah, vous voilà. faisiez que ça, en fait. Ouais, ouais, on faisait que ça. Mm. J'étais à la fac à côté. Ah ouais, justement, je lui demandé, t'avais des études à ce Ouais, moment-là ouais, ou... j'étais à la fac à côté, mais j'y allais que rarement. On était dans les mêmes UV, il y avait moi, Mouloud et la caution. Tu vois, Moudachour? ouais, Mouloud Achour, tu vois. On était tous ensemble et du coup, tu vois, c'était un truc assez cool parce que voilà, on échangeait, chacun faisait ses trucs, mais tu vois, on se parlait tout le temps et du coup, ça emmenait un truc, tu vois, d'idées à chaque fois. Et non, c'était cool. Comment tu penses que les gens, genre plus jeunes maintenant, ils peuvent faire pour justement essayer de trouver ce genre de scène, tu vois? On a l'impression que tu as réussi à trouver ta scène, en fait, avec tous les gens qui gravitaient autour de cet univers et tout. Bah, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu sais, paradoxalement, il y a une liberté de ouf, tu vois. Et que ce soit avec le net et avec les réseaux sociaux, avec ce que tu veux, tu vois, tu peux te faire connaître vite, tu peux. Et en même temps, ça cristallise aussi vachement un truc, tu vois, qui fait que la plupart des gens vont dans le même sens. Mais sans pour autant, sans que ce soit fait exprès, si tu veux, tu vois. Mais moi, le regard extérieur que j'ai, c'est que beaucoup de gens vont dans le même sens. Qu'est-ce que tu Et appelles aller dans le même sens? bah, dans la manière je sais pas, dans la vision musicale, dans la manière d'y arriver ou de se dire, tu vois, comment on va y arriver, c'est un peu souvent le même process, tu vois. Et je pense que nous, à l'époque, comme il n'y avait pas ça, tu vois, c'est même par exemple, tu vois,
dans la manière de composer. Parce que tu vois, par exemple, quand sur une MPC, tu pouvais sampler que 12 secondes. Donc, quelque part, ça te force à la créativité. Tu vois, d'une autre manière, parce que t'as pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, tu vois, pour composer. Tu veux dire que le fait qu'il y ait moins de contraintes aujourd'hui, finalement, c'est peut-être un problème presque. C'est que là, il y a de trop grande liberté et du coup, Ouais, c'est pas que c'est un problème, c'est de savoir ce qui est bon pour soi, en fait. Parce qu'il tu sais, il y a une opulence, tu vois, d'infos hmm. et de trucs et machin, et c'est juste de savoir ce qui est bon pour toi. Et nous, à l'époque, ce qui était bien, c'était ça, c'était que, attention, je rentre pas dans le truc Ouais. dans rien, tu vois, genre, c'était mieux avant, non, pas du tout, tu vois, toutes les époques je trouve, et là, ce qu'on vit en ce moment, c'est ouf aussi, mais en tout cas, ouais, ça forçait à ça, tu vois. Et d'ailleurs, là, j'ai ressorti encore mes kits de l'époque et tout, que j'ai toujours, tu vois, mes kits de batterie et tout, et j'ai envie de me remettre encore à la MPC, tu vois. Là, en ce moment, j'y pense depuis quelques temps, tu vois, de reproduire encore sur la MPC. Parce qu'il y a un truc, tu vois, Kanye, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il fait encore et on le ressent, tu vois, dans ses productions. Il y a un truc d'entrée qui est différent parce que lui, il le maîtrise en plus, tu Il vois. bosse encore là-dessus, lui? Ouais. Hmm. Tu vois, il bosse encore sur sa MPC et du coup, t'en reviens au geste simple, tu vois. À l'heure où je t'ai dit, tout le monde va faire la même chose, tout le monde, tu vois. Bah, justement, c'est intéressant pour quelqu'un tu sais, qui se lancerait dans la production, qui commencerait à produire. Tu crois que comment tu fais pour pas te perdre, justement, tu sais? Ou pour pas être obligatoirement dans le mimétisme? Parce que le premier truc que tu vas avoir envie de faire, c'est prendre. En ce moment, bah, il y a beaucoup d'instrus de trap, c'est un peu la tendance, faire ça et faire exactement la même chose, tu vois. Du coup, c'est difficile de trouver ta patte ou ton style, j'imagine. Ou de Après, pas te perdre dans tout ce qui existe aussi comme techno. après, je pense qu'au-delà d'un aspect purement technique, je pense que c'est avant tout ta culture musicale qui fait la diff, tu vois. Moi, je connais plein de mecs, en fait, qui ont une culture musicale de ouf et qui, sans le savoir, tu vois, pourraient être des super compositeurs ou des super réals, tu vois, parce que c'est juste que je pense que c'est une question de vision, en fait. Tu vois, il faut que tu aies une vision et que tu ramènes ta signature. C'est-à-dire que plus tu as d'éléments, plus tu es capable de faire quelque chose de différent, c'est ça? Ouais, plus tu as d'éléments en tête, en fait, plus tu te nourris de ta culture personnelle, tu vois, ta culture musicale, et plus tu es en mode, tiens, là, tu sais quoi, je vais aller chercher ce petit truc-là, tu vois, j'ai bien aimé ça, tiens, je vais. Tu vois ce que je veux dire? Et mélanger à chaque fois tout ça. Tu Moi, penses c'est que ce que toi, je fais. le fait que tu aies été DJ, justement, quand tu Ah commençais, ouais, ça a aidé complètement. ça? Mais complètement. Ouais. Complètement, parce que et ça m'aide encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ça m'aide tous les jours, parce que c'est, euh, c'est dans ton subconscient. T'as tellement consommé de musique, si tu veux, tellement de trucs, tu vois, même sur des accords ou sur des trucs ou des machins, sur un morceau, tu vas direct, tu vois, aller dans un truc différent. Après, moi, je pense que ce qui a fait ma force et ce qui fait toujours ma force aujourd'hui, c'est que j'ai toujours revendiqué un espèce d'éclectisme, tu vois, dans ma musique. Euh, parce que j'ai jamais fait qu'un seul style, en fait, tu vois. J'ai essayé à chaque fois d'amener des trucs différents. Ouais, d'ailleurs, tu es passé de, par exemple, si je me trompe pas, de 2003, je crois que tu as dû faire Bâtiment C de Booba en 2003. Ouais, Puis juste dans la foulée, tu as fait M. Pokora, en fait. ouais. Donc il y avait des trucs vraiment différents, quoi. Mm. D'ailleurs, il y a des gens qui t'ont embêté un peu avec ça, je crois. Ouais, après, tu sais, ce truc-là, c'était fait sciemment, en fait, de ma part. Parce que tu vois, Ouais, j'allais te demander ça, ouais. J'aurais pu être ghost, tu vois, sur le truc de Matt Pokora. Mais ce que je me suis dit, c'est que d'entrée de jeu, encore une fois, tu vois, en termes de vision, c'est comme tout le monde fait la même chose. Moi, je me suis dit que à l'époque, tu vois, fallait se faire connaître d'une autre manière et casser les codes d'entrée. Et l'idée, je trouvais ça super marrant d'un regard extérieur, tu vois, de faire Bâtiment C, qui était pour moi un des morceaux les plus glacial, tu vois, de Panthéon, et en même temps de faire ce truc. Mm. Parce que du coup, ça a amené un débat, ça crée des petites espèces de polémiques, tu vois, dans le microcosme, hein, tu vois, parisien, tout ça et tout, et je trouvais ça vraiment, moi j'ai toujours kiffé ça, en fait. Et tu penses que ça a joué aussi dans ta longévité, peut-être le fait d'avoir essayé plein de trucs différents qui fait que tu es plus adaptable? Ouais, Mm. bah ouais, je pense. Je pense. Mais après, encore une fois, c'est pas par. Comment je pourrais dire ça? C'était une réelle envie de ma part. Mm.
Tu vois, c'est pas par dépit, tu vois, ou même d'un point de vue financier, tu vois. C'est même pas ça, c'est vraiment dans ma tête. Je me disais, voilà, moi j'avais des exemples aux États-Unis, tu vois, Ouais, comme les Neptunes, par voilà, comme exemple. les Neptunes, tu Là, ils vois. ont fait quoi? Ils ont fait plein de trucs pop, etc. Voilà, tu vois, ils pouvaient faire Slave de Britney Spears, tu vois, et revenir avec Snoop Ouais, mais ou justement, Clips, tu comment vois. tu faisais, toi, par exemple? Mettons, tu produis un album très underground, et ensuite tu vas produire un truc plus mainstream. Et mettons que le truc plus mainstream va forcément vendre beaucoup plus, disons, ou soit beaucoup plus populaire. Comment tu fais pour ensuite pas avoir envie d'introduire du mainstream dans ton truc underground, tu vois, ou pour pas te, tu sais, pour avoir l'impression de rester intègre dans chaque délire séparément, tu vois? C'est pas une histoire de rester intègre, en fait, tu vois. C'est pas une histoire de rester intègre parce que j'estime que mon intégrité, tu vois, elle a jamais été ébranlée une seconde. Non, non, C'est- c'est pas ce que je Ouais, disais, non, hein. je sais, non, Ok. j'ai compris, t'inquiète. Mais justement, je t'explique, c'est que, au contraire, c'est que, justement, quand t'as des trucs comme ça qui marchent, à côté de ça, t'es encore plus, tu vois, sans compromis dans ta manière de produire. Pourquoi? Bah parce que t'es pas soumis à un truc, tu vois, tu vois, d'une pression financière. Tu vois, de se dire, voilà, putain, là, il faut que je rende du bif, ou il faut machin, il faut truc. Comme t'es déjà bien, du coup, dans ta musique, tu sais, t'es large, tu vois ce que je veux dire, tu tentes ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas de problème. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends bien. Ouais. Et du coup, ça se ressent encore plus dans tes productions et dans la qualité du truc, tu vois. Tu vois, Bâtiment C ou à l'époque, je pourrais te dire, comme autre exemple, je pourrais te donner la Faucheuse, tu vois. Ouais. C'est des morceaux puis pour ceux qui nous connaissaient et qui me connaissaient de l'époque, quand la prod elle est comme ça, tu vois, aussi minimaliste, c'est pas par dépit, c'est par envie. Hmm. Tu vois, et ce truc-là, il n'y a pas plus vrai en fait dans la démarche. Tu vois, dans la manière de créer, de laisser un truc comme ça et dire voilà, bah tu sais quoi, nous c'est notre proposition et on va rien bouger en fait. Hmm. Tu comprends? Ouais, ouais, je Et comprends. ça, c'est aussi parce que c'est une liberté que t'as et un luxe, parce que t'as des trucs qui marchent à côté, tu vois. Et c'est un truc obligatoire d'avoir des trucs qui marchent pour pouvoir être bien artistiquement. Pour pas avoir justement la pression de faire les choses, tu vois, justement pouvoir aller au bout de ton délire artistique sans penser à tout ça, tu vois. Parce que toi, t'as Aujourd'hui, eu des trucs qui ont marché assez vite finalement. mais aujourd'hui, je te dirais non. Je te dirais non parce que chacun trouve son flow, tu vois. Et chacun est dans son business model à lui qui lui correspond, tu vois ce que je veux dire? Hmm. T'as des mecs qui vont faire tout, qui vont bâtir leur image et leur son et même leur Nesby d'une manière générale, tu vois, juste sur une sortie SoundCloud, tu vois, qui n'est même pas payante. Mais du coup, sur ce que ça, les répercussions sont autres, tu vois, et c'est une autre manière de bosser. Et puis après, t'as des mecs qui vont être vraiment que dans le truc de pop, tu vois, de faire des gros hits et de machin, et ça marche aussi pareil. Mm. Parce qu'aujourd'hui, même si on doit parler de l'urbain d'une manière générale, je pense que je pense qu'il n'y a pas de, on peut pas considérer ça comme un seul courant. Tu vois, c'est vraiment une Ouais, mise ouais. en abîme où dedans il y a plusieurs ramifications, il y a plusieurs styles. Et donc qui dit plusieurs styles dit plusieurs publics, plusieurs typologies de producteurs, plusieurs typologies de rappeurs, plusieurs, tu vois. Et je pense que selon les projets, bon, des fois, quand tu es dans le spectaculaire, tu vois, bon, bah, alors, c'est tout qui est spectaculaire, tu vois, que ce soit SCH ou la crime, ou, tu vois, ou là, c'est autre chose. Et après, tu as des projets, tu vois, euh, sur une économie, tu vois, limite sans pression, beaucoup moins de pression, mais qui est super bien géré, tu vois, sur des projets, genre, je sais pas, moi, qui je pourrais te dire comme ça en tête, euh, chacun trouve son flow en fait, tu Mm. vois. Tu prends un projet comme Demi-Portion, tu vois, ou Lampal, ou PLK, ou tu vois. PLK, tu vois, avec qui je bosse aujourd'hui, tu vois, je vois dans son économie comment, tu vois, avec Antoine, tu vois, comment c'est fait, comment, tu vois, et c'est cool. Comment, C'est cool, tu vois. ouais, je vois, mais comment tu fais pour choisir les projets justement toi? Enfin, comment est-ce que tu sais, comment tu dis non ou comment tu sais que c'est pas pour toi? Faut que ça me parle. Ouais. Franchement, il n'y a pas vraiment, vraiment de recette, tu vois. Faut que ça me parle. Faut que ça me parle et faut que j'ai l'impression de me rendre utile. Tu vois, faut que j'ai pas une impression, faut que je sente que je me rends utile et que je veux ramener dans un projet où on m'attend pas. Je vais ramener un peu le truc un peu next level, tu vois, dans ce projet-là. Ça t'est arrivé de pas te sentir utile justement sur des projets? Euh,
Ouais, ouais, il y a quelques projets où franchement, tu sais, t'as la mentalité de groupe, on est là tous ensemble et tout, puis on se laisse embarquer dans le truc, et puis au final, il se passe pas grand-chose, tu vois. Mm. Et parce que j'aime pas les projets où on pense que, tu vois, parce qu'il y a moi, genre il y a Core ou je sais pas quoi, tu sais, c'est tout de suite ça va breaker et que tout repose sur toi. Mm. C'est un échange, c'est un débat, tu vois, c'est l'artiste il doit me donner aussi un peu, tu vois ce que je veux dire. Et quand il y a cet échange-là, en général ça marche. Parce que toi, maintenant, t'as aussi un rôle un peu de. Enfin, t'as complètement un rôle de direction artistique quoi, sur les projets. Ouais, ouais. T'es pas... Parce que quand on dit producteur, on pense aussi on pense un peu beatmaker, tu vois. Genre le mec qui envoie ses prods, le rappeur pose dessus, il renvoie la prod, tu vois. Ouais, Et toi, t'es très impliqué dans les projets. ouais, je m'implique au maximum, moi. Je m'implique au maximum. Mais en fait, c'est plus parce que à chaque fois, j'essaie, je t'ai dit, de ramener une vision, de ramener un délire et d'un truc qui va rester. Tu vois, d'avoir une empreinte où tu te dis dans 2 3 ans, tu le réécoutes, tu sais, ça se tape pas la honte, en fait. Tu vois, le truc, il est bien et voilà. Après, ouais, j'ai carrément ce rôle-là aujourd'hui. J'ai carrément ce rôle-là aujourd'hui, mais je me suis jamais réellement considéré comme tu vois, comme un beatmaker, tu vois. Mm. C'est juste beatmaker Parce que comme ça. t'étais déjà DJ aussi, tu penses? Ouais, parce que j'étais déjà DJ et puis surtout parce que je donnais, euh, je donnais pour moi la juste valeur, tu vois. J'accordais en fait la juste valeur, tu vois, à ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est souvent ce truc de, de beatmaker ou un peu de truc de, tu vois, de borné dans son truc, t'amène un peu vers un truc, tu vois, un peu autarcique ou t'as un peu une oreille hitlérienne, tu vois, où t'aimes plus rien ou machin. J'ai jamais voulu être là-dedans, moi, tu vois. Euh, je peux aller à un concert de jazz, je peux aller à un concert de rap, je peux aller, tu vois, et juste regarder et aller prendre des trucs, tu vois. Je suis plus une éponge, tu vois, comme ça. Et après, ramener ça à ma sauce, en fait. Mm. Et t'avais toujours, quand t'as commencé à composer, et après il y a eu pas mal de trucs qui sont sortis, notamment il y avait ton duo avec Scalp et tout, et t'avais toujours l'impression de progresser à ce moment-là? Tu sais, parce que du coup, c'est très relatif en art, la notion de progrès un peu, tu vois. Genre par exemple, si tu fais des films, de savoir si ton deuxième film est meilleur que ton premier. Et toi, est-ce que tu avais le sentiment que tu progressais en voyant passer les albums, etc. C'est une bonne question. C'est pas. j'ai- comment je pourrais te dire ça? J'avais pas l'impression de. C'est pas une impression de progresser. C'est plus de l'assurance que tu prends, en fait. Plus que dire progresser, tu vois. Tu prends de l'assurance parce que même quand j'avais déjà des gros hits qui tournaient, tu vois, je faisais toujours ce complexe d'infériorité par rapport à un mec, tu vois, qui aurait fait du solfège et qui Toi, tu faisais pas d'instrument. non, moi ce que j'entends à l'oreille, tu vois ce que je veux dire, je le joue, tu vois, mais je suis pas du tout tu vois, je suis pas du tout un virtuose, tu vois, Hmm. voilà et au final, c'est devenu une arme en fait. C'est devenu une arme parce que tu t'aperçois qu'encore une fois, la musique, c'est juste tu te nourris, tu vois, de ta culture et tu essaies de progresser, c'est avoir de l'assurance dans le process, tu vois, de comment tu vas retranscrire ce que tu as dans la tête, vraiment comme toi tu l'as dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire, arrive à le coucher j'allais dire sur papier, mais pas forcément, Ouais, mais sur un son. exactement comme tu l'as dans la tête, quoi. Voilà, Sans compromis ou sans. voilà. Et ça, t'as progressé au niveau de l'assurance là-dessus, c'est ça? Ouais, ouais, Parce parce que que même quand t'avais genre TDSI, etc., qui sont sortis, t'étais pas 100% sûr de toi ou ah sans. ouais, ouais, ouais. Ouais, j'étais archi pas sûr, j'étais archi pas, même pas 100%, j'étais archi pas sûr de moi. Parce que pendant longtemps, ça a été ce truc-là, tu vois. C'était, tu vois, déjà, même quand tu commençais à l'époque, justement, dans ce truc de beatmaker, tu vois, où j'étais, quand t'avais ta MPC et quand il y a des premiers gars qui sont arrivés, tu vois, avec un clavier, c'était c'était un blasphème. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ça quand même, tu vois, à l'époque, tu vois, de ce truc de, tu sais, le rap, il y a pas de piano, Hmm. tu vois, tu samples et tu vois, j'ai connu cette époque-là, moi. Et donc, du coup, si tu veux, quand j'ai vu l'apport, tu vois, que ça apportait, c'est là où tu te dis, putain, ouais, mais moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et au final, du coup, c'est qu'après que tu comprends que ça va être une de tes meilleures armes. Comment tu le comprends, ça? Bah, parce que t'es pas soumis
si tu veux, à des, t'es pas soumis, tu vois, à des règles. Tu vois, à te dire, ouais, non, t'as pas le droit de faire ça parce que ça se fait pas, parce que, tu vois, Tu penses t'as que si pas. t'as appris le solfège, par exemple, il y a des règles que tu Je vas pense que pas je serais casser. resté, je pense que je serais resté Keblo, tu vois, dans un truc. Et à preuve du contraire, je connais pas un prof de musique ou machin qui fait un hit, tu vois, Ouais, ouais. par exemple. Et du coup, j'en ai fait ma force. Il y a eu ça, et puis, regarde jusqu'où ça a été ce truc-là, dans le côté décomplexé après, ça a été jusqu'à Taxi 3. Et pourtant, j'avais déjà fait pas mal de choses. Taxi 3, je me rappelle, quand on fait Taxi, il y a les Neptunes, tu vois, qui sont là. Parce que vous êtes dans le château de Luc Besson, c'est ça? Nous, Oui, on est non. dans le château de Luc Besson, mais les Neptunes sont à Paname, en fait. Ils sont au studio, je sais plus dans quel studio ils étaient, Donc le Neptune, pour rappeler, c'est Pharrell Williams et et Tchadugo. voilà. Et à l'époque, j'ai réussi à me procurer la session, en fait, Pro Tools. Donc, c'est la session d'enregistrement, tu vois, des gars, avec toutes les pistes en séparé. Et là, en fait, c'est tout tous les clichés qui volent en éclats, tu vois. Mais dans le bon sens du terme. Comment ça? C'est-à-dire que quand tu prenais chaque piste séparée, tu vois, je me rappelle que par exemple, le son du kick, ils avaient pris une espèce de cloche, tu vois, ils avaient un son de cloche, en fait, tu vois, qu'ils avaient trituré un petit peu pour que ça donne le son du pied. Et il y a plein de trucs comme ça, tu vois, dans la session où quand tu écoutes en solo, c'est des trucs qui ne sonnent pas, en fait. Mais c'est quand tout est joué ensemble qu'il y a la magie du truc. Ce qui m'a emmené après à un deuxième déclic, où quand j'ai vu ça, j'étais content, tu vois, je me suis dit, ok, bon, en fait, il n'y a pas de règle, tu vois, tu fais tu fais comme tu as envie. Et le deuxième truc qui m'a amené à ça, c'est que j'avais lu dans la bio de Quincy Jones, il avait sorti un livre, et dedans, il dit un truc qui, pour moi, quand tu le comprends, en fait, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire qu'il dit, ce qui compte, c'est pas les notes, c'est les placements des notes. Et du coup, quand tu penses justement au placement des notes, et quand je revois par exemple la session, même visuellement, tu vois, la session de Neptune, tu vois que c'est un pulse en fait, tu vois, où tel truc joue à tel endroit, et que si les deux instruments jouaient ensemble, il y aurait une espèce de dissonante, tu vois, pas belle, tu vois, à l'oreille, rien de cool. Et au final, j'en ai fait ma force, Hmm. je pense. En fait, c'est quelque chose que tu as fait beaucoup à l'instinct, quoi. Ah ouais, complètement, mais tout le temps. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu développes un peu des visions quoi, mentales de ce qui fonctionne pas, et Ouais, ça t'aide à progresser, c'est ça? ouais. Je me demandais aussi, est-ce que tu as remarqué, à force de bosser avec des artistes, des points communs, disons, entre ceux qui allaient réussir et rester longtemps et ceux qui restaient moins longtemps? Euh, des Parce que points, t'as dû voir passer tellement de monde, en fait, je me dis ouais, que des points communs. Ouais, je dirais la détermination. Tu vois, la détermination ou la nonchalance, tu vois, par rapport à un talent inné. Tu vois ce que je veux dire, qui est là. t'en as vu, t'as l'impression d'avoir des talents innés parfois? Ouais, 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 j'en ai vu. Tu vois, je pourrais te donner un exemple, je pourrais te donner Booba, comme je pourrais te donner CH. Tu vois, et c'est des trucs où, voilà, tu sais, c'est fluide en fait. Tu sens que c'est pas fait dans. C'est un taf. Ça bosse aussi, ouais, Ouais, derrière, c'est voilà, c'est ça. un taf, mais il y en a pour le même taf, si tu veux, ou le même temps passé, il n'y a pas le même résultat. Hmm. Et donc, il y a cette nonchalance-là, tu vois. Et après, tu as ceux qui arrivent, et c'est une autre forme de talent, tu vois, par leur acharnement et leur envie de réussir. Hmm. Et tu vois des. Enfin, en fait, est-ce que il y a encore des mecs aujourd'hui qui sont un peu, qui vont tout faire, un peu comme faisait Kanye quand il a commencé, ou tu vois, qui vont faire les instrus, qui vont faire les textes. T'en croises des mecs comme ça ou pas? Euh... Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai l'impression que maintenant, les gens se spécialisent, genre, écrivent à fond, les producteurs produisent à fond, tu vois. Du coup, t'as les gens qui sont excellents dans chaque domaine, un peu, tu vois. Ouais. Et je me demandais justement, est-ce que tu crois que c'est possible de faire les deux en même temps, quoi? De possible de devenir bon en faisant les deux en même temps, tu vois. En faisant les deux en même temps. Ouais, en produisant et en faisant les textes, tu vois. Ouais, ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Après, je pense que tout dépend, si tu veux, du
du curseur, tu vois, là où tu le mets, tu vois, sur la définition, tu vois, si c'est à un moment donné, c'est un gros succès, tu vois, bah, naturellement, tu sais, tu changes. Hmm. Tu changes de lifestyle, tu vois, à moins que tu arrives à chaque fois, tu sais, à te préserver du truc et à partir loin et à être à côté de ça et si tu veux de rester dans le geste simple de ce pourquoi t'es arrivé là, tu vois, Ouais. ou comment t'y es arrivé. Mais en général, je pense que c'est un truc qui tu vois, même Kanye, tu vois, Kanye il bosse, mais il y a une grosse partie, tu vois, il y a une grosse partie qui est faite par Mike Dean. Hmm. Moi, souvent, le combo Kanye qui marche pour moi, c'est souvent quand il est avec Mike Dean. Parce que voilà, ça donne graduation, ça donne, tu vois, ça donne des projets, franchement, où le mec, moi, Mike Dean, c'est un de mes producteurs préférés. Tu vois, je trouve qu'il a un truc, qui est incroyable. Et tu le sens, tu vois, tu le sens direct, tu sens le truc puissant. Et lui-même, dans le parallèle, ça me fait penser à moi, dans mon parcours en France, si tu veux, c'est que c'est un mec qu'on a connu à l'époque de rappeurs au state, tu vois, de Jamal, tu vois, avec des rappeurs comme Jamal, avec des morceaux comme Illégal et tout, de voir qu'il était déjà dans les crédits de ce truc-là, tu vois, qui a presque 20 ans. Et qu'aujourd'hui, qui a encore fait le dernier album de Travis Scott. Tu vois, c'est encore une fois, ça nous prouve bien que c'est plus qu'une histoire de trends, tu vois, c'est une histoire Hmm. de culture, en fait. Et le travail aussi, peut-être, non? Ouais. Il y a j'ai l'impression qu'il y a des gens qui lâchent pas, quoi. Ah ouais, Qui c'est lâchent clair. jamais. Moi, je lâche pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas, tu penses? C'est la. Ce qui fait que je lâche pas, c'est que déjà dans mon lifestyle, à moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Depuis les périodes où tu as commencé, quoi. Ouais, c'est-à-dire que quand je dis il n'y a pas grand-chose, c'est que, encore une fois, même si je suis connu, on pense pas tout le temps à m'appeler moi, tu vois, pour des trucs, ou on m'appelle pour ce que je sais faire. Mais normalement, si tu veux, je dis pas, non, c'est pas, même pas une sorte de normalité, mais par rapport à tout ce que j'ai fait, tu vois, ça pourrait déborder sur pas mal d'autres choses, tu vois. Et du coup, j'ai un truc que j'ai gardé où je me sens plus proche, en fait, des gens et, entre guillemets, du peuple, tu vois, d'un truc un peu anonyme, qui fait qu'en fait, et puis comme je suis tout le temps dans mon studio, qui fait qu'en fait, t'es tout le temps en train de réanimer la magie du débutant, tu vois, parce que je suis un peu solo dans mon truc, Hmm. et du coup, j'ai pas, je suis pas, j'ai pas 1 milliard de trucs qui me détournent de ce que je fais. C'était conscient ou c'est juste que ça t'attirait pas, les autres trucs? De, Bah, tu dis, t'as pas un milliard de trucs qui te détournent. ouais, En vrai, t'aurais pu avoir un milliard de trucs qui te détournent. ouais. Il y a déjà des périodes où tu as eu l'impression justement de moins pouvoir faire ce que tu aimais faire et d'être en train de faire d'autres trucs que tu avais moins envie de faire. Non, pas vraiment. Franchement, parce que voilà, j'ai toujours eu la chance, en fait, de travailler avec des gens qui m'ont toujours fait confiance, tu vois, Hmm. et qui m'ont laissé m'exprimer dans ce que je faisais, tu vois. Parce que genre, je crois que c'est vers 2010, t'es parti aux États-Unis. Ouais, C'était que t'avais besoin de te réinventer ou ouais, complètement, complètement. En fait, je suis parti aux États-Unis parce que je me rappelle à l'époque, j'avais fait le concert de Ryan B à Bercy. On était sold out et passé justement l'adrénaline du truc, tu vois, le dimanche matin, j'étais dans un truc de reconnaissance, mais même pas pour moi, tu vois, plus par rapport à un mouvement et un flow, tu vois, qu'on avait ramené, où je me dis, il s'est rien passé, tu vois, c'était quand même extraordinaire de réunir tous ces gens-là, tu vois, à Bercy. Aujourd'hui, c'est vachement plus démocratisé, tu vois, tu prends Bercy presque comme, tu vois, c'est un peu plus, c'est moins épique par rapport à l'époque. à l'époque c'était plus fou de remplir Bercy? Ah ouais, mec, tu vois, il n'y avait pas les moyens de promotion qu'il y a moyen. Maintenant, il n'y avait pas les. Et on l'a rempli, tu vois, on l'a rempli. Et donc, passer l'adrénaline du concert et tout, je m'étais dit, tu vois, le matin, le lendemain, tu vois, je voulais faire en sorte que ce truc-là fasse que la chambre d'écho, elle soit plus grande encore sur ce mouvement et sur un truc où les gens se mélangent, tu vois. Et en fait, il s'est rien passé de spécial, tu vois. C'était un beau concert et tout, mortel. Et du coup, ça m'a saoulé un peu. Et le mardi, le mardi, je me suis barré, en fait. J'ai pris mon billet d'avion et je suis parti. C'est une idée que t'avais en tête depuis longtemps? C'est une idée que j'avais en tête, mais je suis parti sur un coup de tête. Tu comprends? C'est-à-dire que là, je me suis dit, si je le fais pas là, je veux pas y aller, en fait. Et tu te disais quoi? Tu te disais je veux bosser différemment ou je veux voir de nouveaux trucs ou. En fait, je sentais que j'avais un besoin, tu vois, en termes de peura,
de revenir, tu vois, de revenir encore plus fort, en fait. Parce que je voulais pas que les gens pensent que, tu vois, je m'endormais, tu vois, dans ce truc de R&B ou ce truc pop ou machin, parce que j'ai toujours été dans un truc où je faisais les deux, si tu veux. Et du coup, quand je suis parti aux États-Unis, bah ouais, ça a été. J'ai prévenu, j'ai même pas prévenu mes partenaires de l'époque. Je te parle des maisons de disques avec qui je travaillais ou Ah ouais, quoi. tu l'as dit à personne. Ouais, je suis parti. Je t'ai dit, je voulais vraiment faire ce truc d'un mec qui a tout à se prouver, tu vois, et qui part avec son petit sac et qui va voir un peu ce qui se passe. Ça te stressait ou pas? Oh, pas du tout. Parce que là-bas, tu voulais bosser avec Rick Ross en plus. Elle est marrante l'histoire de. Enfin, je crois qu'il m'a semblé entendre un bout de Ouais, l'histoire tu de la comment connais, tu l'as rencontré. ouais, c'est la vérité, hein, c'est passé comme ça. C'est que. Attends, t'avais vu un clip avec un magasin de montres, c'est ça? Ouais, Là, tu peux me le raconter ou? ouais, si tu veux. Bah en fait, quand je suis parti là-bas, je suis arrivé, donc j'ai loué les gros studios d'enregistrement, tu vois, les grosses caisses, tu vois, grosse bagnole, machin et tout, mais c'est pas mon flow en fait. Donc ça peut pas marcher. Ouais, c'est ce que tu me disais juste avant, ouais. Tu vois, ça peut pas marcher comme ça en fait. Et du coup, je suis retourné à l'hôtel et tout, je me suis dit putain, j'ai loupé un truc, tu vois, faut que je veux bosser avec ce mec-là, moi en fait, tu vois, donc comment je peux faire? Et là, je revois toutes ces vidéos et tout, et donc il y a une de ces vidéos où il va chez son joaillier. Et il referme la porte, en fait, et il y a l'adresse. Et je suis à Miami, le joaillier, il est à Miami, en fait, tu vois. Et donc, je vais là-bas, et je vais direct là-bas, et bon, tu sais, les ricains, avant de, tu vois, il faut que tu montes pas de blanche. En gros, faut que tu montres que t'es là, quoi, tu vois. Donc, t'arrives dans un truc d'horlogerie, de joaillerie, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? T'achètes une montre, tu vois. J'avais déjà un budget que j'avais préparé pour tout ça, Pour acheter la montre? T'avais enfin, anticipé, quoi. en fait, bon, déjà, j'aime bien les montres, mais j'étais pas spécialement parti pour m'acheter cette montre-là, tu vois. Mais je me suis dit, je pense qu'il y a que comme ça qui va me prendre au sérieux, le mec, en fait. Donc j'ai acheté la montre et là, du coup, j'étais un super client, tout gros sourire, tu vois. Et là, j'explique au mec, en fait, je lui dis, en fait, c'est la montre, ouais, je l'ai achetée, mais c'est cool, elle est mortelle et tout. Mais je suis pas venu pour ça, en fait. Je dis, voilà, moi, je fais de la musique, je suis compositeur et j'étais tombé sur le père du gars, en fait. Et je lui dis, j'aimerais rencontrer ton fils et lui proposer un truc. Et ce qui m'a réconforté, c'est qu'il a éclaté de rire. Et en me disant, depuis que mon fils, en fait, a posté ses vidéos, les gens pensent que c'est un studio ici, tu vois, d'enregistrement. Donc, ça m'a réconforté dans le truc. Je me dis, tiens, finalement, l'idée, elle est pas conne. Ouais, ouais. Tu vois, il y a pas non plus de 200 personnes qui l'ont fait, mais, et je dis, ok. Je dis, bah, il y a peut-être des gens qui l'ont fait. Je lui dis, tu vois, mais moi, je viens de loin, je viens de très loin. Et de là d'où je viens, j'ai réussi quand même pas mal de trucs. Et si vous me donnez votre chance, tu vois, ma chance pour pouvoir rencontrer Rick Ross, en fait, et ben, on travaillera ensemble. Tu vois, on trouvera une manière de travailler ensemble. Les ricains, c'est vachement ça, tu vois. Donc, et donc de là, il m'a introduit à son fils, qui lui m'a introduit au banquier privé en fait de Rick Ross. Donc quoi de mieux, tu vois, pour le rap finalement d'avoir le private banker à gauche et le joaillier à droite. Ouais, c'est pas mal. Tu sais, t'es dans le truc de fou en fait, tu vois. Il y a pas mieux, c'est mieux que de parler au manager limite, tu Ouais, vois. ouais. Et donc de là, le mec vient, machin, je te la fais courte, le mec écoute mes sons. C'est devenu mes amis proches après. Hein. Tu sais que je leur rappelle encore Comment comment je tu te les la as racontais rencontrés? un peu au début, tu vois, quand je suis arrivé. Tu vois, c'était vraiment le truc, c'est un peu théâtral, tu vois, tu sais, j'étais un peu froid, machin, et bref. Et du coup, Tu veux dire Rick Ross et son équipe et non, tout? non, avant de rencontrer les crocs, je Ah, te ok. parle de ces gens-là. D'accord, Voilà, le banquier privé, voilà. etc. Et donc le mec après me demande mon numéro, je lui donne, il me dit, écoute, je te rappellerai. Et le gars me rappelle 3 jours après, et donc on part en caisse et tout. Quand je suis tu sais, genre très théâtral, c'est que le mec, tu sais, me dit rien en fait. Ouais, comme Je dans les suis dans films, la quoi. voiture, tu vois, je suis là, et en fait, le cub me dit rien du tout, tu vois. Et donc, comme je me butais à Rick Ross et à tout ce qu'il faisait, machin et tout, donc, à un moment, on arrive dans une espèce de résidence privée, tu vois, et je reconnais direct le truc, parce que tu vois, j'ai vu tous les behind the scenes, tous les trucs qu'il fait, machin et tout. Et là, je dis, ok, bon, je suis dans le truc, tu vois. Et donc là, j'arrive et tout, et pareil, tu sais, c'est là, je l'aurais ressorti en plus il y a pas longtemps en rigolant. Et là, le mec me dit, tu sais, je suis là, et on arrive devant la porte, donc je me mets derrière lui, et mon pote me dit, qui est devenu mon ami, hein, donc c'est pour ça que je dis mon pote, mais
Il me dit, vas-y, sonne. Genre truc de ouf, tu vois. Je trouvais ça tellement rarement à l'époque. Et donc, je sonne, et là, c'est Rick Ross qui m'ouvre, en fait. Donc, Rick Ross, il était, je sais pas combien de blunts il avait fumé, tu vois. Ah ouais? Ouais, il était complètement fly. Et on va dans son bureau, et je lui mets des prods, et il écoute, et il écoute, et il écoute, et à un moment donné, je sens que ça se détend, tu vois, et il esquisse un petit sourire sur une prod. Et là, il regarde Jesse, donc le moquier, il lui dit en anglais, il lui dit, ouais, il lui dit, this shit is serious, tu vois, genre, ouais, c'est pour de vrai, genre, tu vois. Et donc, de là, dès que les gars ont vu que c'était pour de vrai, après, moi, j'ai repris le lead sur la situation, tu vois, en leur expliquant, bon, maintenant que vous avez vu, maintenant, ici, vous allez me laisser faire comme moi je veux faire, et vous allez voir qu'on va arriver à des trucs plutôt cool. Et j'ai commencé à placer mes prods, et ils m'ont accompagné, et j'ai découvert une autre manière de produire, tu vois, aussi là-bas. C'est là où je suis revenu plus fort, je pense, ici. C'était quoi la différence? La différence, elle était basée déjà sur si on doit parler en termes de fatness, de son, elle était basée, parce que c'était les débuts tu vois, de ce producteur, de Lex Luger, en fait, qui avait ramené un vrai son avec un sub de fou. Un sub, en fait, c'est le 808, tu vois, espèce d'infrabasse que tu entends dans les morceaux. Mm. Où, au final, d'un point de vue technique, si tu veux, si tu l'as pas, tu peux être le meilleur des compositeurs, tu vois. Si tu l'as pas, tu corresponds pas au format. Parce que là-bas, la musique se consomme différemment, tu vois. Ils ont des sub-bass partout, dans leur salle de bain, Dans les dans leur voitures et tout, voiture, ouais. et puis ça se consomme vachement. Le rap se consomme vachement par les strip clubs, tu vois. Donc c'est une autre culture, et pendant longtemps, tu vois, j'ai cru que moi je l'avais, tu vois, ce sub, et je l'avais pas, tu vois. Donc j'avais quand même réussi à bosser, Ça veut du dire que coup. t'avais un genre de son proche de ça, mais qui n'était pas exactement ça? Ouais, et du coup, j'étais dans un espèce de parcours initiatique, tu vois, dans la quête La quête du sub. la quête du sel, tu vois, c'est la quête du sub, mec, tu vois, j'allais voir des ingés, j'allais voir l'ingé de Pharrell, l'ingé de l'autre, là. Tu vois, Pharrell, il a jamais trop été dans cette culture du sub, c'était encore un autre truc, tu vois. Mais pour moi, la musique que je visais, il me fallait ça. Mm. Et donc voilà, tu vois, j'ai sympathisé avec plein de mecs, et c'est un peu une recette Coca, tu vois, que tu veux pas trop donner, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'a coûté 2 3 paires de Jordan, tu vois, que j'ai acheté à des gars, des trucs, des machins, Ah, tu d'accord, vois. donc ils font vraiment rencontrer les bonnes personnes Ouais, pour avoir un peu la recette de la. ouais. D'accord. Et dès que j'étais, Ça se trouve pas sur internet, quoi, ça. ah si, ouais, il y a des tutos, des trucs, mais après je t'ai dit, c'est chacun, tu vois. Ouais. Chacun il a son truc, parce que le sub c'est un truc particulier, tu vois. Si tu veux, c'est comment avoir un son fat sans qu'en fait ton sub, comment je pourrais te dire ça, sans que ton sub étouffe toute l'orchestration autour de ton son, en fait, Mm. tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences, des trucs où il faut que t'entendes tout, en fait. Et du coup, après, là où j'ai compris que ça allait être difficile pour moi, j'avais fait un morceau avec T-Pain et un rappeur, un local de Miami, qui a un super ami à moi qui s'appelle Billy Blue, où le mec était produit par Timbaland. Et les Caris, tu sais, quand ils pensent avoir un hit, ils sont très dans We Celebrate, tu vois. Et en fait, on était dans le studio, et donc il y avait, il y avait toute l'équipe, il y avait E-Class qui était le E-Class qui est vraiment une tête de la Floride, tu vois, une personne emblématique là-bas qui produit en même temps Rick Ross, Florida, Pitbull, tu vois, c'est vraiment quelqu'un d'important là-bas. Il était là dans le studio, champagne, tout, machin et tout, tu vois. Et moi, j'avais cette boule au ventre parce que je regardais l'ingé, en fait. Et à un moment donné, l'ingé se retourne vers moi, et tu vois, je sors avec lui dehors, je lui dis, c'est le sub. Il me dit, ouais. Et j'étais comme un ouf, tu vois, je me dis, putain, mais expliquez-moi, tu vois, qu'est-ce qui me manque, tu vois. Et là, il m'a expliqué, lui, il avait des trucs à lui comme il m'a trouvé cool, tu vois, il avait des trucs à lui, en fait, de safety, tu vois, de sub pour refaire sonner le truc. Mm. Et du coup, je suis passé à ça, tu vois. Et après ça, c'est devenu vraiment, vraiment super important pour moi. Et après ça, t'as fait beaucoup là-dessus, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai taffé là-dessus. Après, je l'ai eu, tu vois. Et c'est un truc ensuite que t'apprends aux gens qui bossent avec toi, etc. En Ou est-ce que fait, c'est un peu ton secret ça l'a été pendant un moment. Mais Ouais. aujourd'hui, tu vois, t'as plein de ça y est, tu vois, les compositeurs, ils l'ont, tu vois. Il y a pas.
des compositeurs longs. Et puis après, je pense que c'est des périodes aussi, tu vois. C'est des périodes. Moi, aujourd'hui, je l'ai, c'est là, quand j'en ai vraiment besoin, tu vois, sur tel ou tel projet, tu vois ce que je veux dire, je vais l'utiliser, mais c'est plus une fin en soi, en fait. C'est intéressant parce que quand t'es parti aux États-Unis, en fait, t'as un peu fait comme quand t'avais 16 ans et que t'es allé à Châtelet dans un sens, enfin, t'y es complètement allé au culot, Ouais, quoi. bah ouais. T'as dit- C'est un peu, t'as débarqué, t'es arrivé chez Rick Ross avec ton. Mm. Enfin, elle est marrante cette histoire, Ouais, quoi. bah C'est un truc. Est-ce que c'est un truc que tu conscientises sur le côté, il faut être prêt à repartir à zéro ou un truc comme ça? ouais. Ouais. Que tu Oh. essaies de t'appliquer, il y a des moments où tu te dis là j'ai besoin de repartir à zéro ou j'ai besoin de reprendre du début, des trucs comme ça. Bah ouais, complètement. Tu vois, surtout quand tu passes quand tu passes des périodes. Bon, après, ce qui est cool, c'est que quand on est conscient et que tu le prends comme ça, c'est pas ce que ça dégage Ouais. chez les gens, tu vois. Donc les gens trouvent ça encore plus cool aussi. Parce que ils me voient, tout le monde me voit avec mes acquis, mes trucs, machin. Mais en vrai, moi, voilà, tu vois, c'est un éternel recommencement. En fin de compte, parce que là on fait quand même, c'est bientôt 1 heure qu'on est là, hein. Je vais te dire, ouais, c'est quoi ta vie du coup aujourd'hui là? C'est quoi ton quotidien en fait? Mon quotidien en ce moment, je te mens pas, c'est vachement. On dirait aujourd'hui, je suis jeune papa de deux petits garçons, donc ça change un peu la life, tu vois. Mais après, au niveau du son, c'est toujours la même chose, tu vois. Je compose toujours autant, sauf Tu viens que, ici, tu passes toute la journée ici tous les jours? ouais, sauf que là, depuis peu, j'ai décidé de lancer mon label. Et du coup, ça me prend énormément de temps parce que c'est un truc super ambitieux, super gros, tu vois, qui va arriver. Et quand je dis label, je te parle d'un point de vue technique, je te parle pas de label deal, tu vois. La plupart des gens dans ma situation vont faire ce qu'on appelle des label deals, tu vois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ils sont Un, distribués par. un label deal, en fait, c'est-à-dire que t'as une maison de disques en partenaire et en gros, tu conviens d'un commun accord avec eux de sortir 3 projets à l'année, tu vois, où eux sont coproducteurs avec toi, mais en fait, tu utilises toute la force de frappe de la maison de disques. Du coup, moi aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est que je serai ma maison de disques avec un partenaire avec un partenaire d'une des majors, tu vois, connues, mais pas du tout dans la même approche. C'est-à-dire que moi, je viens avec une équipe ad hoc, avec mon label manager, mon directeur marketing, mes 2 chefs de projet, mon directeur artistique. Tu vois, on est une équipe de 8 où en gros, on est un vrai label à part entière. Et moi, mon taf à moi maintenant, c'est que ça me prend un peu de temps parce que j'ai organisé tout ça et je l'ai pensé depuis 3 4 ans, en fait, tu vois, et c'est maintenant que ça arrive. J'avais besoin de finir des trucs, de voir Hmm. comment tout ça allait évoluer, tu vois, avec l'avènement du streaming, avec plein de trucs et tout. Pourquoi il fallait le faire comme ça justement et pas comme font les autres labels? Parce que, parce que je pense que j'arrive à un stade où je peux me le permettre. Et justement, je trouve que quand tu as une vision, en fait, tu vois, quand t'es en maison de disque, même si on te laisse faire, tu vois, il y a quand même un truc, tu vois, qui vient un petit peu diluer tout ça, tu vois. Tandis que là, t'arrives, c'est vraiment, t'es upfront, tu vois, et t'as ton équipe, et c'est toi qui développes comme t'as envie de développer, en fait. Hmm. Et quand je dis comme j'ai envie de développer, c'est que l'ADN du label, tu vois, ça va vraiment être le son, en fait. Hmm. Paradoxalement, c'est pas un label qui va réagir à une part de marché, ou à se dire, il me faut ça, il me faut ça. Ça, c'est ce que font la plupart des maisons de disques, c'est Ouais. ça? Moi, tu vois, même dans la manière dont j'ai sourcé les gars, si tu veux, euh, avant tout, c'est ok, t'as ton CV j'ai pris des mecs d'un peu partout, tu vois. Euh, Bah, qu'est-ce que tu regardes d'ailleurs en premier quand tu te demandes si tu vas signer un artiste? Qu'est-ce qui est. Parce que il peut y avoir que la musique te plaise, ok, mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments, tu vois. ouais, faut que ça ait du caractère, tu vois. Faut que ça ait du caractère. Et du caractère, ça peut être aussi que par les silences, hein, tu vois. Tu sais, c'est pas une histoire de, tu sens
je sais pas, c'est indescriptible pour moi, mais Est-ce qu'il faut que ce soit clivant ou est-ce qu'il y a un aspect comme ça ou clivant dans quel sens? dans le sens segmentant, genre euh, tout le monde va pas aimer, tu vois? Ouais, ouais, j'aime bien ça. Ouais, de fou, Parce j'aime que bien j'ai ça. l'impression que depuis tout à l'heure, dans ce que tu dis, il y a un aspect ne pas diluer, tu vois, que le truc Ouais, soit fort à chaque fois. ouais. Bah, il y a ça, et ça a évolué même, ça a même évolué avec ma manière de produire, où de plus en plus, tu vois, je suis pas dans, quand les projets s'y prêtent, hein, tu vois, mais je suis pas dans le truc direct que tu vas te manger, tu vois, en HD, je suis dans un truc un peu plus subtil, tu vois, limite tu vois, d'une septième, sixième écoute, tu vois, où là, tu sens le truc addictif, tu vois, où moi, par exemple, je l'ai vécu sur Taxi, où quand je faisais écouter à mes potes, je faisais écouter, par exemple, le Santana, tu vois, d'Alonso. Mhm. Et c'est ça l'assurance et l'expérience. Je pense que quand tu arrives à ce truc-là, à ce level-là, t'es vraiment bien en fait dans ta tête. C'est, t'arrives à maîtriser vraiment même les gens qui écoutent dans le sens où tu sais que dans ce que tu fais, ils vont pas se manger une gifle tout de suite, mais t'attends l'appel 3 4 jours après, tu vois. Tu veux dire que quelques années auparavant, si c'était pas mangé la gifle immédiatement, t'aurais peut-être plus douté ou tu te Ah serais... ouais, complètement, complètement. Mais aussi parce que ça correspond à une époque. Ouais. Et là, tu vois par exemple le Alonso, moi j'ai des potes qui m'ont rappelé après. C'est des potes, tu vois. Alors, quand tu leur fais écouter la première fois, tu dis, ah ouais, ouais, putain, c'est bien et tout, tu vois. Mais tu sens que c'est pas tu sais, que c'est pas le middle kick, tu vois, qui se sont mangés dans la tête, t'as capté? Et donc, de là, moi, j'ai esquissé un petit sourire parce que je sais. Et les mecs me rappellent, tu vois, 3 4 jours après, ils me disent, putain, mec, le Alonso, en fait, c'est un truc de ouf, tu vois, c'est, Donc t'es plus dans la recherche de ce genre de truc-là maintenant? ouais. Et ça a commencé avec SCH, en fait. Tu vois, parce que SCH, tu vois, c'est un artiste qui, pour moi, tu sais, c'est pas tous les jours, en fait, tu vois, que tu peux bosser avec des gens comme ça. Parce c'est vraiment l'artiste par excellence, tu vois, qui va t'emmener loin aussi. Où vraiment les deux vont se transcender, tu vois, pour aller chercher un truc. Et quand j'ai coproduit Champs-Élysées, tu vois, avec Mid, Mhm. tu vois, c'est pas un truc, c'est fort, mais c'est pas du easy listening tout de suite, tu vois, en vrai. Et après, il y a un truc tellement addict derrière. C'est tellement, c'est mort, tu vois. Dès que tu te l'es mangé, après c'est mort. Et ça, maintenant, t'arrives mieux à le sentir, en fait. Ouais, Ou à l'écouter, en tout cas. ouais, complètement. J'arrive mieux à le sentir et j'arrive mieux à l'écouter. Et donc, c'est ce genre de truc-là que tu cherches chez les gens que tu vas signer ou que tu vas produire, etc. Ouais, ouais, j'essaye au maximum, tu vois. Et après, je m'adapte aussi, tu vois. Mais déjà dans la typologie d'artistes ou dans les artistes, dans tous les artistes que je signe, il y a un truc quand même où je veux pas de doublon. Tu vois, comme ça, chacun a son truc et j'espère, tu vois, j'espère vraiment ramener un truc frais, ramener un truc nouveau. Tu vois, moi, pour moi, l'exemple de label que j'ai par rapport à si je devais donner un équivalent aux États-Unis, aujourd'hui, ça serait TD, tu vois. Pour moi, le label de Kendrick, j'aime beaucoup le flow dans quel sens? Dans le sens où c'est un peu, tu vois, c'est un peu mystérieux. Et en vrai, quand ça sort, c'est une déflagration à chaque fois. Tu vois, j'aime beaucoup ça. Parce que je trouve que, voilà, en gros, ce qui te définit, c'est ce qui définirait ce truc-là. Le mot exact serait le mot pudeur, en fait, tu vois. Une espèce de pudeur, mais ça, pudeur, souvent, quand il y a le truc de pudeur, malheureusement, souvent, tu peux pas l'associer à gros game. Tu vois? Dès que tu dis pudeur, alors ça va être, t'es dans un truc un peu, limite, les mecs qui pensent que, tu sais, t'es dans un truc, Qu'est-ce que t'appelles pudeur, alors, ça? bah, pudeur, pour moi, c'est plus un truc de, tu vois, t'es pas tout le temps sur la toile, tu vois, je veux dire, t'es pas tout le temps, tu shines quand tu dois sortir un truc. Mais je t'entendais pas, d'ailleurs, il me semblait, je t'entendais récemment parler du manque peut-être d'un manque de générosité actuelle des artistes au vu de la promotion, de ce genre de choses, tu vois. Ce qu'avait fait Kanye avec Yeezus, par exemple, ou... C'est pas la même chose? Non, 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 non. C'était. Ouais. Je disais ça pour autre chose. Je disais justement, je reviens sur ce que tu disais au tout début de l'interview, c'est-à-dire que quand on parle de mimétisme, tu vois, c'est la générosité en fait. Là, c'est perçu plus comme un truc
d'une technique marketing, tu vois, de dire, ouais, tu sais, je reste froid. De faire genre, je suis pas, Ouais, je suis hors d'attente un peu. Ouais, tu vois. Alors que c'est pas du tout. Alors que dès qu'il y a dès qu'il y a un endorsement avec Nike, tu vas y aller en courant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu ce truc-là, en fait, que. Et tandis que Tidy, tu vois, déjà au niveau des clips et tout, et même dans la manière dont ils travaillent leurs artistes. Tu vois, là, je sens, par exemple, moi, J-Rock, ça fait longtemps que je l'écoute, mais je sens que c'est là, pour lui. Ça fait déjà 10 ans, en vrai, tu vois. Mais là, je pense que c'est vraiment là, tu vois. Il a le bon truc, et tout ça, ça s'amène petit à petit. Ouais, donc ce que tu appelles pudeur, c'est le côté, ils sont pas tout le temps en train de s'afficher, mais quand ça sort, ils y vont à fond, c'est ça? Ouais. Et quand ça sort, ils y vont à fond. Et ça veut pas dire que t'aimes pas les belles choses, ou que t'aimes pas les grosses caisses, ou que t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. Et souvent, c'est pris pour ça, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont ce label fonctionne. Tu vois, un mec comme Schoolboy Q, tu vois. De toute façon, tout ce qu'ils font, moi, c'est des trucs que je kiffe. Et les gens vont vers eux. Tu vois, les gens vont vers eux. Il y a une dimension aussi sociale, tu vois, avec le festival qu'ils font dans leur quartier. T'imagines, c'est comme si t'es à Bondy, tu vois, dans le ghetto, et tu ramènes Rihanna, tu sais, mais Ouais. vraiment, c'est ce qu'ils font, tu vois. Et je trouve ça charmé. Il y a un truc que tu disais juste avant là, qui était intéressant quand tu fais écouter les morceaux à tes potes, etc. C'est toujours eux ton premier public? Comment tu fais pour savoir qu'un truc est bon en fait? Parce qu'à part ton propre avis, même si tu gagnes en assurance. Bah, j'observe, ouais, vachement autour de moi. Mais du coup, c'est genre ton entourage quoi. Ouais, mon entourage, ma femme aussi beaucoup, tu vois, parce elle a une culture musicale de ouf, tu vois, Leslie, elle écoute pas Gucci Mane depuis qu'il y a Coachella, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est bien avant, tu vois, le son de Houston, ou, tu vois, c'est comme ça qu'elle écoute, donc, on sait, tu vois, on se connaît, on sait, et je sens quand un truc est vraiment bien, tu vois, mais je me fie de plus en plus à moi-même, en fait, tu vois, j'arrive à faire une introspection, tu vois, sur moi, et dire, putain, là, je sens que c'est pas ça, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et l'idée, c'est pas de se mentir, tu vois, bien se sonder et aller chercher autre chose. Parce que tu sais toujours en fait au fond. Souvent, pas toujours, tu vois, souvent. Des fois, je peux me gourer sur des trucs, j'ai envoyé un message non, j'en parlais à Josan, en fait, au producteur de Maes, où il me faisait écouter le projet au début sur un morceau. Après, c'est juste sur des valeurs, en fait, tu vois, c'est subjectif, en fait, tu vois, mais sur le morceau Switch Up, tu vois, que moi, j'aimais pas. Et je leur avais dit, mais mettez-le même pas dans le projet et tout. Ça va pas schéma, ça va rien faire. Et en fait, c'est tout le contraire, tu vois. Ouais. Et le truc a cartonné et tout. Donc, et tu vois, si j'en parle comme ça normalement, tu vois, c'est que c'est cool. Ouais, En fait, tu te dis pas, ça, tu te remets pas en question dans ces moments-là ou. non, tu peux te gourer. Et du coup, maintenant, c'est quoi les prochains trucs sur lesquels tu bosses là? Bah là, je t'avoue, en termes de réal, c'est beaucoup Zola. Là, je bosse beaucoup sur son projet et sur mes nouvelles signatures. Hmm. Tu vois, j'ai pour ambition, parce qu'il y a aussi une logique. Là, je sors de mon côté compositeur, tu vois, où quand je suis dans le studio, dans ma tête, j'ai encore 16 ans, tu vois. C'est-à-dire que je peux rester encore au studio tant que mon souhait sonne pas, tu vois. Je peux sortir du studio à 6 heures du matin, tu vois ce que je veux dire. Ou même dormir là, même, tu vois. Ça sert d'avoir justement un studio, un lieu qui est un peu coupé du monde pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être concentré. Ouais, Le côté, tu pourrais pas faire ça de chez toi, par exemple, ou enfin déjà en termes de matériel. Mais est-ce que le fait d'avoir un endroit qui est pas chez toi justement ou qui est coupé du monde un peu, ça aide à être concentré, à travailler? ouais, complètement. Et puis la manière dont j'ai conçu le studio, c'est vraiment à l'image de ce que je fais aux États-Unis, dans le sens où de ce que j'ai vu là-bas, tu vois, sur ce qu'on appelle des songwriting camps, tu vois, où tu as plusieurs auteurs, tu vois, plusieurs compositeurs. Et l'idée pour moi, les meilleurs studios, c'est les studios où tu peux immortaliser ton idée tout de suite, sans que la technique, tu vois, vienne freiner le truc, en fait. Ouais, c'est bam, t'as une Voilà. idée, t'arrives, tu Voilà. vas. Et c'est pour ça que si tu vois le studio, je te ferai visiter après, mais toutes les cabines sont connectées entre elles pour qu'on puisse se passer des trucs et machin et jamais freiner la créativité. Il y a du son tout le temps.
Et tous les mecs qui nous connaissent ici et qui ont l'habitude de venir, ils savent, tu vois, que les portes sont tout le temps ouvertes, mais tu sais, quand on est dans un truc de création, machin, qu'il faut même pas, tu vois, parce que, tu vois, tu peux passer à côté d'une mélo, d'un truc, et c'est relou, en vrai. Mais ouais, le studio, je l'ai conçu comme ça, et puis surtout dans la richesse, tu vois, de ce qui se passe ici, c'est ouf, tu vois, parce que, tu vois, je peux bosser avec Brodinski, la semaine dernière, j'étais avec lui, on a fait des morceaux, je peux être avec Sam Tiba, je peux être avec Nasser, avec qui je compose, avec Aurel, et on échange, tu vois, et on échange. Et il y a plus justement ce truc, tu vois, sectaire, tu vois, de tu peux pas, parce que l'exception culturelle en France fait que tu peux pas passer de ça à ça, tu vois. Aujourd'hui, les gens se mélangent et je trouve ça mortel. Et pour finir, est-ce que tu as l'impression que ton état d'esprit il a changé par rapport à quand tu commençais? Bah ouais. Ta manière d'aborder ce que tu fais ou... Ouais, bah ouais, complètement. Complètement, parce que j'y vais vraiment. Moi, c'est que du kiff en fait aujourd'hui, tu vois. C'était pas le cas forcément au début? C'est pas que c'était pas le cas au début, c'est que tu veux en faire, tu veux en faire ta vie. Tu vois, je veux dire, tu veux vivre de ça. Et donc, du coup, t'as une petite boule au ventre parce qu'il y a des moments, il y a des fins de mois difficiles, il y a des, tu vois. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tu vois, je suis plus dans ces problèmes-là. Donc, je suis dans un truc, tu vois, super cool, tu vois, qui fait que je viens juste m'amuser, moi, en fait. Et t'arrives à continuer à bien bosser, même avec le confort, en fait. Ça t'a pas empêché, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Complètement parce que finalement, c'est pas un lieu que j'ai fait, je suis vachement dans le partage, en fait. C'est pas un lieu que j'ai fait pour moi. Ici, parce que si c'est que moi, tu sais, tu me laisses, il y a une petite pièce à côté, tu vois, et c'est là où je passe le plus clair de mon temps, tu vois, à bosser mes petits trucs et tout, tu vois. Donc j'ai pas perdu le geste, tu vois, la simplicité du geste, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc simple, en fait, tu vois, dans lequel je suis, dans ma manière de bosser. Y a rien de compliqué, en fait. J'applique toujours le même truc. J'essaie tout le temps de garder ce truc d'enfant, en fait, tu vois, dans ma tête du début, en fait. C'est ça que j'arrive à garder. Et ça va de pair avec la vie que je mène qui fait que ça peut pas m'emmener ailleurs. Tu vois? Bah, merci beaucoup, Cor, Merci d'être à venu toi. sur Nouvelle École. Merci à toi. Où est-ce qu'on envoie les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou sur toi? Pour l'instant, je te dirais sur Insta, tu vois, sur Instagram, mais là, on va se développer un peu plus quand même. Là, c'est important. Tu vois, il y a le label qui arrive. C'est important d'arriver mais j'ai hâte de vous faire découvrir un peu tous ces nouveaux artistes avec qui je travaille. Parce que c'est que des nouveaux, en fait. C'est ce qui me fait kiffer. Trop bien. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 € par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.